Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présents pour cette séance du 14 avril 2026. Bonsoir à ceux qui sont présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent en direct ou en différé. Ce soir, il manque Catherine Larose, conseillère du district 2, pour des bonnes raisons, inquiétez-vous pas, mais on a quorum et donc je déclare la séance ordinairement constituée à 19 h. Merci. Alors, je vais commencer avec l'ordre du jour. L'ordre du jour donc a été lu par les membres du Conseil avant la séance et donc je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé. Merci. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excusez-moi, j'ai été distrait. Merci. Ah oui, toujours, moi. Adoption. Ça revient vite. Surprise. Adoption des procès-verbaux. Donc, le premier procès-verbal, c'était la séance ordinaire du 10 mars dernier. Donc, tous les membres du Conseil en ont pris connaissance et l'ont relu. Donc, je propose son adoption. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Il y a eu également une séance extraordinaire du Conseil le 31 mars dernier. Alors, encore une fois, les membres du Conseil l'ont lu et je propose que ce procès-verbal soit adopté et signé. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À ce moment-ci, j'invite les personnes intéressées à poser des questions sur les sujets à l'ordre du jour de se présenter au micro. On a aussi invité les citoyens à transmettre des questions au préalable. Alors, s'il y a des questions en lien avec l'ordre du jour, on pourra les passer aussi. Sinon, il y a des gens qui peuvent poser des questions sur Facebook. Je tiens à rappeler que la séance est diffusée justement sur les réseaux sociaux et que les citoyens qui se présentent au micro sont avisés que leurs renseignements personnels tels que le nom et l'image seront aussi diffusés au public. Est-ce qu'on a des questions en lien avec la séance de ce soir? Votre micro? OK. Non. Et parlez l'autre micro, oui. Non plus, on dirait. Non. Est-ce que vous voulez que je lise la question? Ou, Tu peux venir ici. ouais. Ou donne-lui ton micro, Michel. Je ne peux pas y brancher. C'est pour ça que j'ai offert de venir OK. ce soir à ma place. Oui, donc il y avait une question, en fait, certaines questions concernant les comptes à payer. Donc, de M. Alain Lapointe, il y avait une première question concernant la facture de Résilio Technologies numéro 44 764 pour un montant de 11 427,37 $. Cette facture concerne en fait, le système pour la gestion des mesures d'urgence, notre centre de coordination virtuelle pour gérer notre plan de sécurité civile pour une année complète. Ensuite, il y avait une question sur la facture du Centre régional de services. Le nom complet du fournisseur, c'est le Centre régional de services des bibliothèques publiques de la Montérégie, le CRSBP, qui s'appelle maintenant le réseau Biblio. Donc, la facture 47 707 au montant de 27 749,43 $ pour une licence et un montant de 8 431,63 $ pour des frais d'exploitation. Donc, cette facture concerne notre abonnement annuel à Réseau Biblio et les frais du système d'exploitation pour gérer tous les prêts et les prêts entre bibliothèques. Ensuite, concernant la facture de Protec Instrumentation, le chèque numéro... en fait, tantôt, j'ai nommé des numéros. Ce n'est pas des numéros de facture, c'est des numéros de chèque, pardonnez-moi. Donc, le numéro de chèque 47 804 au montant de 5 781,61 $ pour remplacer un échantillonneur brisé. Donc, c'est un échantillonneur portatif qu'on peut utiliser pour prendre des données sur notre réseau d'égouts qui était brisé et devait être remplacé. Ensuite, on a le chèque 47 683 au montant de 350 $ pour des images aériennes de patinoire.
On se demande qui est le fournisseur 1071. Son nom est Alexandre Caron. Donc, c'est tout pour les questions écrites. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on reteste le micro? On va continuer. OK. Bon. Oui, allez-y. Marc Noël, j'aimerais savoir pourquoi le point 9.1 a été retiré par rapport à ce qui avait été publié vendredi. Qu'est-ce que c'était le point 9.1? L'installation de 5 génératrices pour 1 million et quelque chose. Ça ne marche pas plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions en ligne non plus. OK, très bien. Merci. On va donc poursuivre la séance. Madame Kennel, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est le mandat pour une politique de participation citoyenne. Vous le savez, on va créer un comité développement durable qui aura comme mandat notamment de soumettre à la population une politique de participation. Nous avons rencontré 3 firmes au cours des dernières semaines pour voir, à fonction d'un mandat, quels étaient les éléments là, qui allaient être retenus. Ça vise à renforcer la transparence des communications, la qualité du dialogue avec les citoyens, puis surtout la mobilisation. Donc, de travailler plusieurs aspects en s'inspirant, notamment d'autres villes. Alors, parmi les 3 fournisseurs qui ont été rencontrés, il y en a un qui nous a particulièrement intéressés, qui répond non seulement à nos besoins, mais qui a une proposition de qualité, d'accompagnement, puis une approche qui est adaptée à la ville. Alors, il s'agit de ICI Nova. Je vais arriver à ma recommandation. Donc, je propose d'autoriser l'octroi du contrat au montant total de 28 000 $, excluant les frais de déplacement et avant toute taxe applicable, selon l'offre reçue par l'entreprise IC Nova, et que cette dépense soit financée par l'excédent non affecté au poste budgétaire. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Berrichon? Oui, le prochain point, c'est pour l'acquisition d'une rétrocaveuse. On appelle ça aussi un backhoe, avec reprise d'une rétrocaveuse usagée. Celle qu'on a est rendue pas mal vieille. C'est une 2011, elle est au-dessus de 13 000 heures. Et puis, comme on dit en bon québécois, pas mal fatiguée. Fait que lors du dernier budget, nous avions approuvé l'achat d'une neuve. Puis le 10 février, le Conseil a autorisé la Ville à aller en appel d'offres. Et nous avons reçu et retenu une réponse, soit des industries Toromont Limitées, qui étaient conformes. Donc, je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition d'une rétrocaveuse neuve avec reprise d'une rétrocaveuse usagée à l'entreprise Industrie Toromont Limitée pour un montant de 212 595 $, et ce, avant toute taxe applicable, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans, et d'autoriser la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Madame Wilson, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Donc, le point 7.3, en fait, de l'agenda, donc l'adoption du règlement numéro 390-03-2026, modifiant le règlement numéro 390-222, 2022, établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs. Dans une volonté constante d'optimiser le processus, la Ville propose de modifier le règlement encadrant le comité interne afin de revoir le mode de nomination des membres des citoyens. Actuellement soumise à une résolution formelle du Conseil municipal, la procédure évoluera vers une nomination simplifiée par voie administrative. Ce changement mise sur la flexibilité et l'efficacité sans pour autant faire de compromis sur la rigueur. Un registre détaillé assurera un suivi attentif des mandats de chaque membre.
En allégeant ainsi la structure administrative, nous favorisons une gestion plus dynamique et réactive de nos comités. À noter que l'avis de motion relatif à cette modification a été déposé lors de la séance extraordinaire du 31 mars 2026. Par conséquent, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 310-03-2026, modifiant le règlement numéro 390-2022, établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs, et qu'une copie du règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Est-ce que votre micro fonctionne? Je pense que oui. Oh yeah. Et le deuxième aussi. Merci. C'est à vous. Oui, c'est Vanessa. Ça tombe bien. Oh, tu l'as éteint. Python. Allume. Bon, on procède au dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement 415-2025. Donc, le rapport du mois de mars 2026 est déposé à la présente séance. Merci. Ensuite, je dépose le rapport de la liste des bons d'achat et des transferts budgétaires au 31 mars, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci beaucoup. Monsieur Berrichon? Oui, je me suis pris un petit peu en retard sur celle-là. C'est l'approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er mars et que les paiements soient payés en date du 15 avril. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompréhensibles, de la délégation d'autoriser les dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, du règlement numéro 409-2024 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 31 mars 2026 pour les dépenses particulières de mars 2026, totalisant 1 263 959,56 $ soit adoptée et que le paiement des comptes à payer du 31 mars 2026, énuméré dans la liste en date du 15 avril 2026, totalisant 289 424,84 $, soit autorisé. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Madame Kennel? Alors, on va être dans le refinancement. C'est une résolution qui touche le refinancement d'engagements financiers déjà existants, des emprunts qui ont été faits auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, il y en a plusieurs qui viennent à échéance et ils seront donc refinancés au 14 mai. Le montant total de ces emprunts-là arrive à 592 500 $. Alors, vous en avez là à l'écran. Donc, je vais proposer que ces règlements d'emprunt qui se font par billet, qui seront datés du 14 mai, les intérêts seront payables semi-annuellement, donc le 14 mai et le 14 novembre, seront signés par le maire et la trésorière adjointe. Donc, on a une série là, au tableau de billets dont le total, je le disais, était de 12 500. Et qu'en considérant ces billets-là, il va y avoir des amortissements annuels. Sachez que le terme de 5 ans, au lieu du terme prescrit pour les amortissements, il va y avoir des termes qui seront plus courts que prévu. Donc, c'est auprès du ministère des Affaires municipales. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sur les négociations de conventions collectives, Mme Kennel? Toujours moi. Alors, il y a eu échéance des conventions collectives en mars dernier et il y aura donc une négociation des conventions collectives avec plusieurs groupes à l'intérieur de la ville. Cette négociation-là, elle est importante. On veut avoir des salariés qui ont des conditions de travail qui sont à la fois respectueuses et à l'image de l'engagement qu'ils font. Pour faire cette négociation-là, évidemment, l'administration, la direction a besoin de conseils et nous allons donc bénéficier des conseils de l'Union des municipalités du Québec, qui est spécialisée dans la négociation des municipalités, le mot le dit. Donc, ce service qui est offert par l'UMQ, on va en bénéficier, mais il a un coût. Bien sûr, on prévoit jusqu'à 25 000 $ pour avoir ce montant qui est
approximatif, mais pour avoir cet accompagnement de l'UMQ. Donc, je propose que le Conseil autorise l'octroi de ce mandat à l'UMQ d'accompagnement légal d'un montant de 25 000 $. Puis l'administration va veiller à prendre toutes les mesures qui sont nécessaires. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. La prochaine résolution touche un dossier là, de règlement en lien avec les frais de parc et par conséquent, je propose d'autoriser, en vertu de l'article 7.3 du règlement 415-2025 relatif à la délégation de dépenses et de certains pouvoirs, l'acceptation du montant de 107 537,19 $ en règlement complet et final des frais de parc exigibles dans le dossier numéro 24-9003-0 et de renoncer à toute procédure d'appel du jugement rendu dans ce dossier, de mandater l'administration à prendre toutes les mesures nécessaires afin de finaliser le règlement du dossier, incluant la réception des sommes en fidéicommis, et la fermeture administrative du dossier, et de confirmer que ce jugement constitue une quittance complète et finale de toute réclamation relative aux frais de parc dans ce dossier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Wilson, s'il vous plaît. Oui, au point 8.1, donc demande de subvention, coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Donc, considérant que la Ville de Rigaud a pris soin d'analyser les opportunités offertes par le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité et réaffirme sa volonté d'agir en pleine connaissance des objectifs de ce programme, et considérant que la Ville souhaite unir ses forces à celles de la Ville de Pincourt et des autres municipalités partenaires pour renforcer la sécurité de nos citoyens, en élargissant la portée de notre entente intermunicipale de sécurité civile existante, considérant que cette démarche de collaboration témoigne de notre engagement commun à bâtir une région plus résiliente, solidaire et mieux préparée face aux enjeux de sécurité civile. Alors, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Rigaud s'engage à participer à la demande de projet d'ajout de municipalité à une entente multimunicipale en sécurité civile existante déposée par la Ville de Pincourt, que le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme, et que le Conseil nomme la Ville de Pincourt organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, et que le Conseil désigne Mme Audrey Cazat, directrice générale, pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Rochman? Non, c'est Michel d'abord, je crois. Je ne pense pas. Adoption du règlement décrétant une dépense de 100... Oui, c'est Michel. Hein? Ah non, c'est Juliette. 428-2026, non? On est dessus. 428-2026, non? C'était... Ah, excuse. Ah non, excusez-moi. Tu as le vieux procès-verbal. C'était le vieux procès-verbal, j'ai pas le bon. OK, modification de l'appel d'offres 2025 URB 04, service professionnel en urbanisme pour la révision du plan d'urbanisme et de certains règlements d'urbanisme. Considérant que l'adjudication du contrat à la suite d'un appel d'offres public pour service professionnel en urbanisme pour la révision du plan d'urbanisme et de certains règlements a eu lieu lors de la séance du Conseil du 22 juillet 2025. Il y a eu depuis une rencontre de présentation avec la firme qui avait été sélectionnée et les élus et certains membres de l'administration. Et suite à cette rencontre, il y a eu de la bonification au contrat qui a été proposée et s'est avérée nécessaire. Donc, bien que le contrat s'inscrive dans la continuité de ce qui avait été choisi initialement, on ajoute notamment une dimension de planification stratégique, une dimension relative au lotissement et sur les permis et certificats. C'est des éléments qui sont essentiels pour la planification stratégique en urbanisme à venir dans le cadre de la refonte réglementaire. Par conséquent, je propose, et il est résolu, que le contrat de l'appel d'offres 2025 URB 04, service professionnel en urbanisme pour la révision du plan d'urbanisme et de certains règlements d'urbanisme, soit modifié par l'ajout d'une planification stratégique
en aménagement du territoire tel que mentionné, le remplacement de la refonte du règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale ou PIA par le règlement de lotissement, la confirmation de l'option de la refonte du règlement sur les permis et les certificats. Merci beaucoup. On ne mentionnait pas la variation au niveau du prix. C'est une variation de 4 000 4 000 Mais je ne l'ai pas dans mon... Non, c'est ça, c'était pas écrit là-dessus, mais juste pour l'information des citoyens. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Forêt, s'il vous plaît. Donc, PIA, secteur chemin du paysage, deuxième présentation. On est au 60 chemin de Lens. C'est la construction d'une petite remise que vous voyez ici à l'écran. Donc, il était question ici d'implanter une remise dans un secteur où la visibilité donnant sur le lac des Deux-Montagnes ou la rivière des Outaouais, ça n'est pas toujours ce qu'on est à considérer. Donc, il était accepté, dans le fond, par la recommandation du CCU était favorable d'implanter la petite remise parce que ça n'obstruait pas, dans le fond, complètement la vue là, sur le lac. Attendez. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la demande numéro 2025-20062 visant la construction d'une remise comme bâtiment accessoire au 60 chemin de Lens. Le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et permis requis et que cette décision soit assortie de la condition suivante, que le permis ou le certificat d'autorisation soit délivré dans un délai maximum de 12 mois. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Rochman? Oui. Alors, PIA, lanière patrimoniale et chemin de paysage, chemin des érables, installation de murets, aménagement d'une allée de circulation et de l'aire de stationnement sur le lot 3-607-591, zone C70. Donc, comme vous l'aurez compris, il s'agissait sur le chemin des érables de l'installation de murets et d'une allée de circulation et d'une aire de stationnement. Sachant que les propositions d'aménagement qui doivent apparaître à l'écran respectaient partiellement les objectifs et critères du PIA, que des recommandations ont été formulées par le comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal, et je propose, et il est résolu, que le conseil municipal autorise la demande numéro 2026-20017 visant l'aménagement de terrain incluant l'installation du fameux muret, l'aménagement d'une allée de circulation et l'aire de stationnement pour l'immeuble sur le lot précédemment mentionné. Le chemin des érables, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et permis. Que cette décision soit assortie des deux conditions suivantes. Tout d'abord, que le muret de soutènement le plus éloigné de la voie de circulation, référez-vous au plan, doit être masqué à l'aide d'un écran végétal et la condition habituelle que le tout soit réalisé sous les 12 mois. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Forêt? Donc, on est au point 10.4. Lanière patrimoniale et chemin de paysage, on est au 207 chemin du Petit Brûlé. Il est question ici d'implantation de tunnels agricoles. C'est des petites serres qu'on peut voir ici. Donc, sur le lot 3 610 184. Donc, il est question ici, se considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal autorise la demande sous réserve de l'obtention des autorisations et ou permis requis sous les conditions suivantes. La plantation d'arbres à tous les 15 mètres soit faite le long de la route des deux lots en question afin de camoufler adéquatement les tunnels. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Madame Rochman? Oui. Alors, PIA du secteur mixte autoroutier situé au 420 chemin Gironnet-Gautier. Il s'agit de la modification de deux enseignes. Le lot, c'est le lot 3 912 497, zone C160. Autrement dit, c'est la rôtisserie Bénise qui souhaite effectuer le remplacement de deux enseignes. Considérant que le projet respecte les critères prescrits au PIA et les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal autorise la demande numéro 2026-20010 visant la modification de deux enseignes pour l'immeuble au 420 chemin Gironnet-Gautier et que ce soit assorti de la condition suivante des 12 mois et de l'obtention du permis habituel.
Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Dérogation mineure, Mme Rochman? Oui. Il s'agit d'une dérogation. Oui, j'y vais, t'inquiète. Dérogation mineure, 236 chemin Beach, installation de panneaux solaires sur le lot 3 609 499, zone H38. Là, je vais inviter les citoyens qui sont présents à se faire entendre concernant la demande de dérogation mineure avant que le Conseil ne se positionne sur la demande. Est-ce que quelqu'un souhaite... Est-ce qu'on a en ligne des... Non, c'est présent ici, D'accord. Donc, je je vais pense. poursuivre. Nous considérons que la demande de dérogation mineure, dont le numéro est inscrit à l'écran, a été déposée au service de l'urbanisme le 24 février 2026 dernier pour l'immeuble au 236 chemin Beach, considérant que la demande en fait vise à installer sur la pente du toit côté rue à une distance de moins de 50 mètres, et c'est là qu'est la dérogation, parce que normalement, la distance préconisée est de 50 mètres ou plus, et là, on est de 50 mètres et moins. Considérons également que la procédure a été respectée, c'est-à-dire qu'il y a eu émission d'un avis public le 17 mars 2026, que les personnes ont été invitées à se manifester si elles étaient intéressées ou concernées par la présente dérogation mineure, et que les conditions en fait, de la demande respectent ce qu'on appelle une dérogation mineure, que la MRC de Vaudreuil-Soulanges doit également statuer sur la présente demande, puisque la zone en question est en zone de contrainte particulière, c'est-à-dire qu'elle est située en l'occurrence à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. Par conséquent, je propose, et il est résolu, que le Conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure numéro 2026-20012 au règlement de zonage 275/2010 et ses amendements pour l'immeuble situé au 236 chemin Beach, visant à autoriser l'installation des 10 panneaux solaires, et que ce soit dérogatoire à l'article 13.3.3 qui précise justement que normalement les bâtiments, ce type d'installation doit être situé à une distance de plus de 50 mètres. Que la décision soit assortie des conditions suivantes, c'est-à-dire que la MRC de Vaudreuil-Soulanges approuve la présente demande ou s'abstienne de se prononcer dans les 90 jours suivant son dépôt, et que le permis ou certificat d'autorisation soit délivré dans un délai maximal de 12 mois. Qu'advenant que le bâtiment qui ait fait l'objet de la présente demande soit détruit ou devienne dangereux, la présente deviendra caduque. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Wilson? Oui, alors le point 11.1 concerne une subvention sur la collation des grades 2026 du Collège Bourget. Donc, considérant que la Ville de Rigaud a reçu une demande de subvention pour la collation des grades du Collège Bourget, qui aura lieu le 5 juin 2026, et ce, afin de pouvoir remettre une bourse de 500 $ à un élève de la Ville de Rigaud pour la poursuite de ses études. Considérant que cette distinction va bien au-delà d'un appui financier, puisqu'elle vise à célébrer le cœur et l'engagement d'un jeune citoyen qui, par son attitude positive et sa générosité constante envers ses pairs, fait rayonner les valeurs de notre communauté tant à l'école qu'à l'extérieur. Alors, considérant que la loi sur les compétences municipales, selon l'article 91, nous permet de soutenir de tels gestes de solidarité et d'excellence éducative, je propose d'autoriser l'octroi d'une subvention de 500 $ à titre de bourse lors de la collation des grades 2026 du Collège Bourget, et que cette bourse soit remise à un élève qui réside sur le territoire de la Ville de Rigaud. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Monsieur Berrichon? Oui, ça, c'est pour une lettre d'appui. L'école Épervière sollicite l'appui de la Ville dans le cadre d'une demande de subvention qu'ils vont faire auprès de l'organisme Jour de la Terre, qui vise à soutenir le développement de leur projet Tous à vélo, qui favorise les déplacements actifs et les saines habitudes de vie. Puisque cette initiative s'inscrit dans les orientations de la Ville en matière de promotion de saines habitudes de vie, mobilité durable, qualité de vie des citoyens, je propose
que le conseil municipal de la Ville de Rigaud appuie le projet de mobilité active de l'École des Pervières et que la Ville de Rigaud transmette une lettre d'appui officielle dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de l'organisme Jour de la Terre. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Merci. Mme Rochman? oui. Nomination d'une représentante désignée auprès de la coopérative Tricentris. Pour ceux qui ne connaissent pas, font du recyclage, du tri, de l'économie circulaire et de la location de matériel. Considérant que la coopérative Tricentris, si après nommée Tricentris, demande à ses municipalités membres de désigner un représentant officiel, donc la ville est membre, que, en plus de cela, dans le cadre de l'organisation des activités et événements municipaux, la ville doit procéder à la location de matériel auprès de Tricentris et signer des contrats de location. Je propose, et il est résolu, que le conseil municipal désigne Madame Anne-Marie Désiel, directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, à titre de représentante officielle de la ville auprès de Tricentris et qu'elle soit autorisée à participer aux assemblées générales des membres, incluant celle qui aura lieu en avril 2026. Et que Madame Désiel soit également autorisée à signer pour et au nom de la ville les contrats de location de matériel nécessaires à la tenue des activités et des événements organisés par le service des loisirs, de la culture et du tourisme. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mme Kennel, s'il vous plaît. Alors, une autre nomination, cette fois pour le réseau Biblio. On l'a appris pendant la première période de questions. Nous sommes membres du réseau Biblio. Notre bibliothèque, donc, figure dans ce grand réseau. Il faut que quelqu'un soit notre personne représentante auprès de cet organisme. Alors, je vais proposer que nous désignions Élie Forêt, qui est présidente du comité des loisirs, à siéger à ce comité-là, au réseau Biblio. Il va être responsable de transmettre également les informations à ses collègues et nous allons transmettre une copie de cette résolution au réseau. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça met fin à la séance. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions allouées au public. Et juste avant d'inviter les gens à venir au micro, est-ce qu'on a des... Oui, alors... Oui, on avait quelques questions écrites. Donc, Mais est-ce qu'on avait des questions de la dernière séance? Non, toutes les questions avaient été répondues, séance hein? tenante. Excellent. Je vous laisse aller. Donc, on avait une question concernant les abris d'auto. Combien d'inspections routines suite à une plainte pour remplacement d'un abri d'auto temporaire ont été effectuées dans la saison 2025-2026, qui se termine dans 2 semaines? Donc, ce n'est pas possible pour l'administration actuellement de déterminer le nombre de plaintes ou de suivis en lien avec les abris d'auto, puisque cela fait partie, en fait, de la non-conformité réglementaire, puis il peut y avoir toutes sortes de non-conformités réglementaires. Donc, ce serait très ardu de faire le tri pour déterminer le nombre de plaintes d'abris d'auto. Ensuite, il y avait une sous-question. Lors des inspections 2020, toujours en lien avec les abris d'auto, lors des inspections 2025-2026, combien ont reçu des avertissements ou infractions? Donc, pour la même raison, là, je ne pourrais pas le déterminer précisément. Ensuite, en fait, la question venait de Mme Julie Lavoie. Toujours une question de Mme Lavoie. Quel est l'objectif du règlement sur les abris d'auto, tenant compte que les 10 abris sont permis que pendant la période hivernale? Bien, en fait, c'est que le règlement existe pour restreindre l'utilisation des abris seulement pour les véhicules. Donc, on ne souhaite pas que les abris d'auto soient utilisés pour fin d'entreposage. Donc, c'est pour cette raison que le règlement existe. J'ai une dernière question de M. Christian Sabourin. Est-ce possible d'organiser une séance d'information pour les résidents concernés par le réseau d'aqueducs privé du chemin de la Béquenelle qui est sous avis d'ébullition depuis le 9 juin 2025? Bien, si vous me permettez, merci M. Sabourin de poser la question. Il y a un certain nombre de résidents de ce secteur-là qui sont alimentés par un réseau d'aqueducs privé qui appartenait précédemment à la firme Aquagestion, qui, pour des raisons personnelles, a cessé ses opérations. Et là, la Ville de Rigaud travaille avec le ministère de l'Environnement afin de trouver une solution pour
assurer l'approvisionnement en eau potable pour ses citoyens. Alors, ça a été, disons, un processus lent ces derniers mois, mais à la question spécifique, est-ce qu'il y a moyen d'organiser une rencontre? La réponse est oui. On est en train de préparer ça. On va vous revenir bientôt avec une proposition de rencontre pour les gens du réseau privé du chemin de Bécanel, mais aussi pour l'autre réseau privé à Rigaud, qui est le chemin des Cèdres. On pourra profiter de cette rencontre-là pour vous expliquer où on en est rendu, quelles sont les prochaines étapes, et aussi pouvoir vous écouter tous et toutes pour être bien au courant là, de l'ensemble des enjeux qui se présentent avec ces réseaux d'aqueducs privés. Donc, je vous remercie encore une fois pour la question. Il y avait d'autres questions? Non, c'est tout. Non. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle, avant de passer aux questions sur Facebook, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions? Marc Noël, si vous le permettez, j'aurais 2 questions et un commentaire. Allez-y. Le commentaire, c'est au sujet de la séance extraordinaire. Les séances extraordinaires à 5 heures l'après-midi, c'est pas fantastique pour les gens de se présenter. Comme elles ne sont pas diffusées, on ne sait pas ce qui... On voit l'avis, mais c'est tout. Est-ce que c'est possible dans le futur de faire des séances extraordinaires un peu plus tard, vers 7 heures, pour que les gens puissent assister? Ça ne permet pas une très bonne transparence de la part du Conseil de les faire à 5 heures l'après-midi. Ça, c'était mon commentaire. Ma première question... Aussi, je vais quand même répondre parce que vous avez posé une question, commentaire, question. Effectivement, on souhaite donner la chance au plus grand nombre de participer aux affaires municipales. On va y réfléchir. Oui, bien, effectivement, c'est quelque chose qui est possible, mais habituellement, les séances extraordinaires, c'est parce qu'on a un enjeu dans le temps, puis on essaie de pouvoir répondre rapidement. C'est aussi difficile d'arriver à avoir le nombre d'élus pour avoir quorum. Donc, c'est pas toujours les meilleures heures, mais vous avez quand même toujours accès aux procès-verbaux. Vous allez les avoir en ligne dès demain. Donc, vous allez pouvoir voir ce qui s'est dit, puis poser vos questions pour la prochaine séance. C'est vrai, c'est toujours ouvert à ça, mais j'apprécie le commentaire. On souhaite aller de plus en plus dans la transparence et d'amener les citoyens au cœur des affaires municipales. Mais comme Mme la directrice générale le mentionne, là, il y a des contraintes parfois avec les séances extraordinaires. Merci pour votre commentaire. Question. Allez. Ma première question, c'est concernant justement la dérogation mineure des panneaux solaires. Est-ce qu'il est envisagé de modifier le règlement? Parce que ce que j'en comprends, c'est que si ce n'est pas permis en dedans de 50 mètres de la rue, toutes les maisons qui font face au sud ne pourront, parce que Hydro-Québec va donner des fonds et va investir dans les panneaux photovoltaïques. On va être en arrière de la parade là, si on ne modifie pas le règlement, parce que tous ceux qui ne sont pas à 50 mètres de la rue vont devoir passer par la dérogation mineure, ce qui est laborieux, ce qui est coûteux. Oui, c'est une bonne question. Puis, oui. Je peux apporter un élément de réponse. En tout cas, ça a été discuté dans le but de préparer la refonte réglementaire. Je ne peux pas dire actuellement si ça va être intégré ou pas, mais on a conscience de cet état de situation. Ça a été discuté. Merci. On peut dire aussi que nous sommes favorables, dans le cadre de la transition énergétique et transition écologique, à appuyer ce genre de modernisation. Alors, on va attendre de voir comment ça évolue, mais on voit ça d'un bon œil, disons. OK. Ma dernière question, je reviens un peu sur les nombreux achats d'équipements. Dans les 3 ou 4 derniers mois, on a acheté une rétrograveuse, on a acheté un tracteur, on a acheté 2 camionnettes, on a acheté un camion 6 roues. Des camionnettes, des pick-up, on en avait déjà 8. Des camions 6 roues, on en avait déjà 2. J'ai fait un petit calcul rapide dans ma tête tantôt. Là, on est rendu à 500 000 $ à peu près d'achat d'équipement depuis 4 mois. Ce qui me
chicote énormément, c'est que, exemple, les 2 nouvelles camionnettes les clés ont été données aux 2 chefs de service qui, techniquement, utilisent ces véhicules-là parce que c'est dans leur contrat de travail pour aller de chez eux au garage municipal et ensuite de ça, de se promener d'un chantier à l'autre. Ces véhicules-là ne servent pas vraiment comme camionnettes. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'aurait pas valu acheter quelque chose de moins gros, moins énergivore et moins coûteux pour le transport des 2 chefs de service, parce que c'est de ça qu'il est question? Puis est-ce que, en sous-question, est-ce que les besoins de la municipalité sont bien évalués au moment des demandes de soumission? Je regarde le tracteur New Holland 9 qui remplace le Massey Ferguson, et là, je ne sais pas si le Massey Ferguson a été vendu. De toute évidence, le Massey Ferguson n'était pas assez gros. On a acheté un New Holland de 130 forces. Je félicite la Ville qui a réussi à l'avoir à 100 000 Ce n'est pas cher pour un tracteur de 130 forces. Par contre, selon moi et mon expérience dans le domaine, il n'est pas encore assez gros. Alors, est-ce que les besoins sont bien évalués? C'est ma question. Bien, je vais vous rassurer, là, on a une équipe qui travaille de façon professionnelle, rigoureuse, et s'assure, je vous vois hocher de la tête, mais je vais vous demander de faire confiance à l'administration. On est ici, les élus, on a un conseil qui est fort, qui est engagé, et on veut s'assurer de faire une gestion financière rigoureuse, justement, pour assurer aux citoyens de la Ville des Rigaud que les sous qui sont payés en taxes à la Ville des Rigaud sont dépensés de la meilleure façon possible. Est-ce qu'on s'est beaucoup amélioré depuis les dernières années? Je vous dis qu'on est vraiment dans la bonne direction. Est-ce qu'on va continuer de s'améliorer? La réponse, c'est oui. Au niveau de la gestion des actifs, on l'a répété déjà à plusieurs reprises, on est en train de finaliser l'inventaire de nos actifs et de l'état de chacun. Et puis, on va continuer de faire des choix en fonction des besoins de la Ville. Alors, la réponse à la question, c'est oui, j'ai confiance que nous travaillons bien, de façon rigoureuse. Et puis, je demande aux gens d'être confiants aussi et puis de nous laisser la chance de travailler et d'avancer. Et est-ce que les véhicules, les anciens 10 roues, le tracteur Massey Ferguson, le vieux John Deere, est-ce qu'ils ont été mis en vente? Moi, je ne les connais pas par leur petit nom comme vous, là, mais je peux vous assurer qu'ils vont être aussi disposés de la meilleure façon possible. Alors, je ne sais pas si Madame voulait ajouter quelque chose? Oui, absolument. Oui. En fait, pour en revenir au processus d'acquisition, je veux juste vous rassurer que c'est un processus qui a commencé en novembre dernier. Donc, quand on fait la préparation budgétaire, le programme triennal d'immobilisation, chaque projet au PTI est présenté au conseil. Il y a une fiche détaillée qui est préparée pour expliquer le besoin. Les camionnettes étaient rendues très désuètes. Là. Il y avait des trous dans le plancher. Je pense que c'était aussi une question de SST et non juste une question de vouloir se promener dans des beaux véhicules. Ces camionnettes-là ne sont pas utilisées pour amener les employés jusqu'à leur résidence. Sont utilisées sur les lieux du travail, quand on est sur des chantiers. Effectivement, des besoins peut-être dans le futur d'avoir des véhicules plus petits. On avait évalué d'avoir des véhicules électriques. On vous en a parlé également en début d'année quand on a décidé d'acheter les camionnettes à gaz. Donc, il y a quand même une réflexion là, qui est amorcée depuis novembre pour ces achats-là. Puis également, on a adopté des résolutions en début d'année pour nous permettre d'aller en appel d'offres pour l'achat de ces véhicules-là. Donc, pour nous, c'est des réalisations qui sont rapides à faire en début d'année. Ce n'est pas des chantiers, là, donc on se dépêche à les faire en début d'année pour ne pas se retrouver en plein été à devoir gérer des appels d'offres quand on en a déjà beaucoup dans la cour des travaux publics. Donc, c'est pour ça que vous les avez vues passer dans les derniers mois rapidement, parce qu'elles sont au programme triennal d'immobilisation. C'est notre mandat de les acheter cette année. Puis, concernant votre sous-question,
J'avais quelque chose à rajouter. Pouvez-vous juste me rappeler? À disposition des... Oui, effectivement. La disposition, donc, on va faire affaire avec le Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, c'est un centre qui gère toutes les ventes et, de véhicules gouvernementaux et autres biens. Donc, oui, tous les véhicules, on a même demandé, en fait, là, on en a fait la liste lors d'une dernière séance, je vous dirais en mars ou février. Puis, si les biens ont plus que 10 000 qu'on récupère plus de 10 000 on doit publier un avis public. Donc, vous allez être informé quand ces véhicules-là vont être vendus. Okay. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Roy. Voulez-vous venir? Il y avait quelqu'un juste... Bien, attends, Monsieur Roy, je suis désolé, oui. Allez-y, je vous en prie. Elle viendra après, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le maire. Moi, je vais me présenter, Bernard Chevrier de Rigaud. C'est pour une coulée dans le Grand Saint-Thomas, la ferme Berlin. Il y a une coulée qui sépare le chemin qui sépare la coulée. Là. Et il y a comme une déboulis sur un côté, puis là, ils ont fermé ça complètement. Puis là, les semences vont arriver bientôt. On va faire le tour par Rio, monter dans la montée, puis revenir juste à côté de chez nous, à 50 pieds plus loin. J'ai des terrains pour semer, là. Puis pareil, sur l'autre bord, il y a plusieurs agriculteurs, il faut qu'ils traversent là. Et là, l'autre fois, ils ont mis des lumières, puis ont resté une liste, une voie de poids passé. C'était correct, ça, mais là, ils ont barré ça complètement. Ça veut dire que les trucks à l'air, les enfants d'école, ils ne peuvent pas, il faut qu'ils fassent le tour. Ça fait que je me demandais, c'est bien que ça va prendre des ingénieurs certains pour arranger ce trou-là, là, parce que le côté est tombé, la bande, puis ça fait plusieurs années, c'est endommagé, mais là, il est plus qu'endommagé. La première année, ils ont mis 2-3 roches dans le trou. La deuxième, ça a été 2 trucks cassés. Mais là, le côté est complètement défoncé. Puis là, soit qu'on ait un droit de passage, d'après moi, c'est pas dangereux, mais je ne suis pas un ingénieur. Mais ouais, passer au moins un de large. Tu sais. Bien, premièrement, je sympathise avec votre situation puis celle de vos voisins. Là. Oui. J'ai une petite question. Là. Vous dites que les semences vont commencer bientôt. Oui. C'est quand? Là, mois de mai, pour moi, ça ne sera pas avant le début de mai. Début mai. Est-ce que vous pouvez nous aider avec cette question-là? Parce qu'il y a des travaux d'urgence, là. Oui, bien, effectivement, on souhaite suivre la procédure pour recevoir une subvention du ministère de la Sécurité publique parce que c'est un aléa. Puis, en fait, le glissement de terrain peut nous permettre de recevoir un financement pour faire la réparation des dommages. C'est sûr que ça ralentit de beaucoup le processus. Puis, c'est des demandes, en fait, qui nous viennent du ministère de fermer la rue complètement. C'est des choses qu'on voit dans Soulanges, à Saint-Paul-Carpe. Il y a eu des glissements de terrain le long de la rivière. Il y a des voies de contournement qui peuvent être faits. On va regarder ce qu'on peut faire à court terme, puis on pourra entrer en contact avec vous. Puis, oui. Donc, j'allais dire, parce que j'imagine le ministère ne veut pas qu'on entame des travaux avant d'avoir une approbation pour... C'est ça. C'est soit qu'on choisit de faire les travaux à nos frais, puis on ne mêle pas personne à ça, ou on attend d'avoir des subventions, puis que les citoyens de Rigaud n'aient pas à assumer ces frais-là. Bon, on n'a pas de réponse parfaite pour vous ce soir, là, mais sinon on va travailler fort pour essayer de retourner toutes les pierres, trouver une solution. OK. OK. En attendant que la route soit complètement réparée? Oui, mais là, le tuyau en dessous, c'est des tuyaux de 8 pieds. C'est tout hanté, ça. Ils ont dû déhanter, puis c'est par là que ça a coûté 20 000 d'assurance. Ils l'ont payé, mais il en reste encore 15 000 parce qu'il y a inondé dans la cave chez nous. Bien, chez moi déjà, là. OK.
Puis ça coûte de l'argent, oui. C'est notre argent, nous autres, là, qui prend le tuyau, c'est même pas assez gros non plus. Le tuyau qui traverse la rue. Ça fait que... Bien, ça fait partie des démarches là, pour s'assurer que les travaux vont correspondre aux besoins du territoire. Là. Donc, ça nous prend une analyse avant de faire les travaux. Oui, c'est sûr. Ça prend un ingénieur, ça prend une analyse, mais ça prend combien de temps? C'est ça. Si vous dites que c'est pas avant l'année prochaine, là... Mais non, M. Chevrier, on va... vous allez me laisser votre numéro de téléphone avant de partir tantôt, là, puis on va s'assurer là, de vous tenir informé rapidement de la suite des choses. OK. On va garder le contact, et puis... Moi, je suis là juste pour parler de ça, là, oui. mais ça appartient à Patrice Chevrier. Oui. J'ai vendu ça à mon gars puis à mon petit-fils. Puis on chacun une maison, puis il faut qu'il fasse le tour. Mais regardez, après la séance, on va se parler, d'accord? OK. Merci beaucoup d'être venu nous faire part de ce problème-là. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Moi, je viens vous demander qu'est-ce qu'on a discuté même avec Mme Canel aussi, pour des dos d'âne pour le parc Chevrier sur la rue de Séguin. Parce qu'il y a des véhicules qui passent très vite. Puis il y a des jeunes enfants qui sortent du parc. Puis plus que ça va, plus qu'il y a des jeunes enfants. J'ai demandé à mes voisins s'ils étaient d'accord avec ça. Puis on est 5 au moins qui sont d'accord à ce que si la ville peut faire de quoi pour faire soit mettre des dos d'âne ou quelque chose. Parce que c'est réellement dangereux. Pas attendre qu'il y en ait un qui soit... blessé. Ouais. Non, absolument. Pouvez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Raymond Lauzon, 35 Edgar Séguin. OK. Monsieur Lauzon, merci de venir nous parler de cette problématique-là. On va, avec les travaux publics, là, voir qu'est-ce qui est possible, premièrement, analyser vraiment les différentes options. Vous parlez de dos down. Je pense que même tantôt, là, vous nous avez interpellé avant la rencontre. Là, vous parliez même de 2 dos down. Un chaque bord de la courbe. Ça ferait modérer un peu le trafic, là, parce qu'il y en a qui exagèrent, je ne sais pas ce qu'ils s'en vont, là, mais ça a l'air d'être pressé pas mal. Là. Oui, on a ce problème-là un peu partout dans la ville. Oui. Et alors, on en prend bonne note. Et vous aussi, j'ai déjà votre numéro de téléphone, M. Lauzon. On va vous tenir au courant de la suite des choses. Parce que moi, ça ne me fait rien d'en avoir un devant ma propriété, là, ça ne me dérange pas. Puis mon autre voisin non plus, ça ne le dérange pas. Je pense que vous êtes Monsieur Rivard. Oui, M. Rivard qui est ici présent. Bien, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé pour nous en parler. Et merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir, Daniel Leroy. Bonsoir, monsieur. C'est la même chose que monsieur aussi, dos down, pour une chose, sur la rue Jacqueline, puis Pagé et Lauzon. Lorsqu'il y a beaucoup de trafic, Saint-Baptiste, le monde prend ces rues-là, ne font pas les arrêts, tournent sur Lauzon, destination Saint-Viateur, le plus vite possible. Dangereux pour les piétons, dangereux pour les cyclistes, dangereux pour tout le monde. Ça, c'est une chose, c'est possible. Je sais que l'année dernière, la mairesse qui était là ne voulait pas l'installer par rapport aux véhicules d'urgence, que c'était pour patati patata, mais quand même, ils ne sont pas là tous les jours. Et puis, si je ne me trompe pas, je pense que sur la rue Joly, l'année dernière, il n'y a pas un enfant qui s'est fait frapper là. Si je ne me trompe pas, il me semble que j'ai vu ça dans une séance ici sur Facebook. En tout cas, whatever. C'est possible. Il y a bien des places qui en ont besoin. Des dos down. Ça, c'est la première. La deuxième. Il y a un arrêt obligatoire sur la rue Lauzon-Jacqueline qui est à peu près 20 pieds avant le coin. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de l'avancer où ce qui est censé être. Et en plus, normalement, tu es censé d'avoir 5 mètres de chaque côté d'une intersection que tu n'es pas censé de stationner. Ça, excusez-moi, est-ce que c'est sur la rue Lauzon vers l'est avant d'arriver à Jacqueline? Oui. Okay. C'est ça. Et la prochaine,
C'est possible d'installer une minuterie dans le parc Chartier pour les lumières, surtout l'été, sont allumées à 5 heures, puis il fait clair, beau soleil. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de mettre une minuterie, parce que ces lumières-là doivent coûter quelques dollars, parce qu'il y a beaucoup de kilowattage, je présume. Et ça pourrait faire durer plus longtemps ces lumières-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de lumière allumée à 5 heures de l'après-midi quand il fait beau soleil. C'est une bonne intervention. 3 bonnes interventions. Merci. Ma petite dernière, ma spéciale. A-t-on des nouvelles positives pour les ceux qui stationnent sur la rue Jacqueline pour aller au parc Chartier jouer au baseball 5 mois dans l'été qui nous empêchent à nous d'utiliser cette rue-là pour nous et la sécurité? Est-ce qu'on a eu des petites nouvelles là-dessus depuis la dernière fois que je vous en ai parlé? Ben, si vous me permettez. Oui, allez-y. Justement, on va regarder avec l'administration pour l'interdiction de stationnement d'un côté de la rue. Parce que là, présentement, il y a les 2 côtés de la rue qu'il y a des véhicules qui stationnent de façon illégale, plus les nuisances que vous m'avez déjà parlé. Donc, on va regarder ça avec l'administration là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour... Ça s'en vient vite. Hein? Le mois de mai, je pense que ça va le baseball commencer. Parce que la rue leur appartient en passant. Puis c'est plus une rue, c'est un stationnement. Fait que c'est possible. Sinon, je vais devoir revenir encore et encore. Merci à vous. Continuez votre beau travail. Merci, M. Roy. Je voudrais juste ajouter, en plus de cet exercice-là qu'on va faire pour interdire le stationnement d'un côté, on a aussi répété, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'espoir avec ça, là, mais à tous ceux qui vont au baseball, là, de ne pas stationner dans ces coins-là. Mais je comprends qu'à elle seule, cette... Oui, allez-y. Il y a toujours le terrain vacant qui est là, hein? Oui, qui est à vendre. Si vous vendez le couvent des Sœurs, fait des dollars, c'est acheté pour rien. Il y a tout le temps la possibilité de faire de quoi. Puis en plus, ça peut être bon pour le parc, si vous voulez l'agrandir. Il est là. Je peux continuer, excusez. Merci beaucoup, M. Roy. Merci. Est-ce que je peux ajouter une petite Oui, intervention s'il vous plaît. concernant l'éclairage? En fait, c'est que maintenant, on a un contrôle intelligent de l'éclairage du parc. Donc, à partir de cette saison-ci, ça va se contrôler avec la luminosité extérieure. Donc, si je comprends que votre remarque, les lumières s'allument plus tôt, c'était pas cette année-là? L'année passée? Mais encore cette année? Vous ne l'avez pas remarqué? Mais l'année passée, Très bien. Alors, on suit ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir, Michael Falkenstein. J'ai d'abord quelques questions pour précision des chiffres. Vous avez acheté une rétrograveuse, enfin autorisé l'achat d'une rétrograveuse au prix de 212 000 $. C'est après ou avant la déduction de la reprise? C'est après la déduction. OK. Et deuxième question, vous avez fait une modification de l'appel d'offres pour les services professionnels. Ça rajoute un 4 000 $. À quel montant? Je n'ai pas le montant exact. Ouais. Là, c'est dans les 4... non, je ne vais pas le dire. On va le trouver. Continuez. OK. Vous avez une autre question? C'est bon, oui. D'abord, je voulais renchérir un peu à ce que M. Noël a dit ici. Au niveau, vous avez octroyé aujourd'hui un mandat pour une politique de participation citoyenne. Oui. Très bon. Vous avez parlé très souvent de transparence et de participation et de démocratie participative. Excellente initiative. Dans les faits concrets, la séance extraordinaire a eu lieu à un moment où il n'y a pas beaucoup de monde qui peut assister. Hein, première chose. Donc, en termes de participation citoyenne, c'était plutôt raté. Deuxième chose, toujours, comme toujours d'ailleurs, les séances extraordinaires, j'ai déjà fait part là, plusieurs fois à l'ancien conseil, ils ne sont jamais annoncés comme il faut, quoi. Il faut vraiment aller tous les jours sur le site de la ville pour savoir, il y a une séance extraordinaire. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui mérite vraiment votre attention et être grandement amélioré.
Ouais. Dans la même veine, juste dans la même veine, parce que ça va toujours dans le même sens, participation et démocratie. L'infolettre de la ville est un outil très important, on est d'accord, j'espère. Jusque-là, l'infolettre paraissait à la semaine. Maintenant, apparemment, ça va être au mois. Vous trouvez ça une amélioration de la participation citoyenne? Oui. Merci pour vos deux questions. Pour ce qui concerne les séances extraordinaires, je suis aussi dans les dernières années, là, j'ai demandé souvent qu'on les annonce davantage, que ce soit plus visible. J'abonde dans votre sens. On va continuer de faire de notre mieux pour les annoncer le plus tôt possible. Par définition, ces séances-là se précisent souvent à la dernière minute, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les annoncer plus tôt. J'ai surveillé ça de près, là, et on l'a annoncé aussitôt que c'était possible de le faire, cette dernière séance extraordinaire. Alors, je ne peux pas rien redire contre l'administration à cet effet-là. Au niveau de la publication du fait qu'il va y avoir une séance extraordinaire, et là, je vais passer à votre deuxième question. Le changement de l'infolettre, ce n'est pas juste la fréquence des parutions, c'est le format, c'est le contenu. Ça s'inscrit là, dans un ensemble de modernisation, si on veut, de notre façon de communiquer avec les citoyens. Et puis là, je vais vous demander d'être patient avant de nous juger, parce qu'on en a pour quelques semaines et mois avant de tout mettre en œuvre. On a une politique de communication qui est en train de se définir, de se développer. Et il va y avoir d'autres outils et d'autres moyens complémentaires à l'infolettre qui vont compléter, si on veut, notre façon de communiquer. Notre volonté est définitivement d'améliorer les communications avec les citoyens. On n'en démarre pas. C'est par là qu'on s'en va. Je vous demande simplement de ne pas nous juger sur le fait que l'infolettre passe de la semaine au mois, parce que si on voit ça juste comme ça, je suis d'accord avec vous. On a l'air de s'en aller dans le mauvais sens. Mais attendez de voir les autres outils et moyens qui vont être mis en œuvre dans un proche avenir, et puis on en reparlera. De toute façon, en plus, on va vouloir récupérer, recevoir tous vos commentaires, parce que ça va nous aider à enrichir là, notre façon de faire. Donc, merci pour vos remarques. Je vous demande d'attendre un petit peu avant de nous juger sur l'ensemble de l'œuvre. Je me réjouis de voir ça. J'espère juste, je vous le dis comme ça, que ça ne va pas être uniquement basé sur un accès à Internet, parce que pas tout le monde l'a. Donc, je pense que de toute façon, votre société que vous avez engagée pour la participation citoyenne va vous dire la même chose. Mais en attendant, juste une petite suggestion pour la publication. Vous avez actuellement une liste d'adresses courriels de gens qui reçoivent l'infolettre. Si vous avez une séance extraordinaire, le plus vite possible, vous faites un courriel à cette liste de distribution-là. C'est tout le monde qui a demandé d'être informé, et on sera un peu mieux informé et peut-être un peu moins fâché. Donc, ça, c'est pour... C'est une intéressante suggestion. Je vous remercie. Merci. Merci. Oh, pardon. On ne se fâche pas. Donc, vous voulez poser une autre question? Oui, vous désolé, dépassez un petit peu les règles. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle? Il n'y a pas vraiment de règles, mais j'ai quand même... Ben oui, il y en a une règle. Oui, il y a une règle. Vous êtes maître de cette règle-là. C'est ça. Alors, je vais vous demander d'attendre une seconde. Je veux savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a une question à poser. Et non, apparemment. Pardon? Il y a moi, mais j'en ai déjà posé. Je vais laisser finir. Oui? Non, vous avez le droit de revenir. C'est juste qu'il faut y aller à tour de rôle. Ma première question concerne également la sécurité routière. Je l'ai déjà posée, je pense, ça fait 2 mois ou 3 mois. Où est-ce qu'on en est avec le règlement de limitation des poids lourds sur le chemin de la baie? Le traversier de passeur à Pointe-Fortune est à veille de reprendre ses activités. Donc, les camions qui font la collecte sélective
de Saint-Lazare, de Hudson vont recommencer, les poids lourds vont recommencer à passer sur le chemin de la baie, qui est un chemin qui en a une bonne partie entre la sortie 9 et la montée Wilson, qui est une zone à risque de glissement de terrain. Les camions n'améliorent pas du tout cette chose-là. La demande avait été faite au ministère, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans. Le ministère a retardé. Ce que j'ai su, c'est que le ministère était maintenant d'accord en autant que le chemin de la baie puisse être utilisé s'ils doivent fermer l'autoroute. Où est-ce qu'on en est avec cette interdiction-là des poids lourds sur le chemin de la baie? Oui, effectivement, on était en attente du ministère qui nous est revenu dans les dernières semaines, nous demandant d'obtenir une résolution de la municipalité de Pointe-Fortune pour savoir si la municipalité de Pointe-Fortune était d'accord avec notre règlement parce qu'ils sont impactés par le fait qu'on coupe certains transports. Mais la demande originale avait été faite de la montée Wilson à la sortie 9. Ce n'est pas dans la municipalité de Pointe-Fortune. C'est pas que c'est dans la municipalité de Pointe-Fortune, c'est qu'il y a un chemin qui arrive à Pointe-Fortune, puis ce chemin-là, nous, là, je me souviens pas c'est lequel, mais ce chemin-là, on interdit les camions. C'est peut-être pas dans le secteur que vous parlez, mais on a un règlement pour l'ensemble de la municipalité. C'est l'autre bout de la 342. Passer de montée des Outaouais après Pointe-Fortune, après ce qu'on appelle le magasin de meubles, là. Le ponceau qu'il y a là a été restreint à moins de 10 tonnes par le ministère, là, parce qu'il est en train de s'effondrer. Là. Il y a 2 maisons passer ce ponceau-là entre là et la montée interprovinciale. Tout le monde passe sur le chemin des Outaouais. Je ne vois pas vraiment pourquoi ça impacte Pointe-Fortune. Bien, parce qu'on débouche à l'heure limite. Là. Nous, dans le fond, aussitôt que notre rue, où on interdit les camions, touche une municipalité voisine, on doit l'en aviser, puis elle doit nous dire qu'elle est d'accord avec notre règlement. Donc, c'est ce que le ministère nous a demandé. Il nous a également demandé de lui fournir un plan signé, scellé de signalisation pour ce règlement-là. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup de démarches avec plusieurs instances. On continue les démarches, mais pour l'instant, on n'est pas prêt à mettre la signalisation en place. OK. Est-ce que je peux poser une dernière question? Oui. Concernant la modification des comités publics, ce que j'en comprends, c'est que les gens ne seront plus nommés par résolution. Exact. C'est bien ça? Les citoyens. Les citoyens ne seront plus nommés par résolution. C'est ça. Excusez mon commentaire, c'est peut-être pas une question, c'est plus un commentaire. Ça ne favorise pas la transparence. Et les noms sont sur le site Web. C'est juste... de tous les candidats ou seulement de ceux nommés? Et de tous ceux qui sont nommés. OK. C'est ce que je veux dire. Ça ne favorise pas la transparence. Parce qu'on va le savoir une fois qu'ils vont être nommés. Exactement. Mais de la même façon que si on l'avait passé en résolution. On peut poser des questions pendant les séances du Conseil. Bon, il n'y a rien qui vous empêche de poser vos questions maintenant. Oui, mais là, quand ils sont nommés, il est trop tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Il y a une part d'obscurantisme dans la façon de procéder. Non, je m'excuse, M. Noël. Là. La sélection des membres citoyens se fait par le Conseil de façon à huis clos. Une fois qu'on a choisi les membres citoyens, et qu'on est tous d'accord, majoritairement d'accord sur le choix des membres citoyens, on les officialise en mettant leur nom sur le site Web de la Ville. Alors, c'est très transparent. Si à la séance d'après, vous voulez poser des questions sur les citoyens qui ont été nommés, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Oh, mais ils sont déjà nommés. On ne peut pas poser des questions au début de la séance. Le processus de sélection, je peux peut-être apporter une précision. Je ne sais pas si ça va aider ou quoi, mais quand on sélectionne les candidats, ça passe par un petit comité de sélection de manière générale. Il y a des critères. Et que ça passe en résolution ou pas, mettons qu'on les nomme par résolution au Conseil, ils sont quand même déjà nommés. Vous ne pouvez pas comme... On est là... Lors des séances du Conseil, on peut poser des questions sur l'agenda de la séance avant la séance. C'est ça que je veux dire. D'accord. Mais non, vous ne pourrez pas poser les questions avant que vous appreniez qu'il soit officiellement nommé. Vous ne pourrez pas. Mais le lendemain... C'est pour ça que je dis qu'il y a moins de transparence. Mais vous pouvez interpréter ça comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, le lendemain de leur nomination, ils vont se retrouver sur le site Web de la Ville et vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine séance pour poser vos questions. Vous pourrez le faire par email aussitôt que vous voyez les nouveaux noms.
OK, merci. Je vais juste ajouter que l'objectif, en fait, là, de cette modification, c'est pas pour cacher le processus, c'est pour faciliter le processus lors de remplacement. Les comités citoyens sont remplis, puis il est possible qu'à un certain moment, des citoyens décident de quitter. Et s'il faut attendre toujours des résolutions pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse inviter de nouveaux citoyens à participer, bien là, ça devient une lourdeur technique qui ne facilite pas nécessairement le travail des comités. C'est vraiment ça le sentiment au départ, c'est que le fait d'officialiser à chaque fois les nominations, quand on a des comités où il y a 5, enfin, c'est pas la même chose pour le CCU, mais pour les autres, là, il y en a quand même plusieurs, mais on va le vivre, on va voir. C'est la première fois qu'il y a des comités. On cherche à rendre la situation la plus souple possible. Elle va rester transparente. Les entrevues sont en cours. Pas tous les comités en ce moment sont comblés. Ça continue, mais l'objectif était vraiment simplement de faire en sorte qu'on ne s'enfarge pas là, dans des procédures qui étaient lourdes puis constantes dès qu'il y a quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, doit quitter. Puis simplement sur les règles. En terminant, si vous me permettez, je veux juste mentionner que pour la première fois, nous invitons des citoyens sur tous les comités. Alors, je pense que ça fait justement la démonstration de la transparence qu'on ajoute dans les affaires municipales à Rigaud. Monsieur Michael, vous vouliez poser une autre question? Oui, merci. Merci. Juste parce que j'avais un peu la même remarque. En fait, je comprends, pour une facilité administrative, vous déléguez la décision à l'administration générale ou juste la publication? Parce que là, ce n'est pas clair dans le règlement. La décision, vous voulez dire le choix des citoyens? Ouais. Non, c'est comme je l'ai dit il y a 5 minutes, là. C'est le conseil municipal qui décide, qui fait le choix. Il y a un processus de sélection qui est fait par un comité et qui fait une recommandation au conseil municipal, qui peut en débattre, et puis après ça, va entériner ou non le choix du comité. Ouais. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois que littéralement, quand c'est marqué comme ça, c'est le changement consiste à ce que l'administration générale nomme les membres des comités. Effectivement. Alors, donc, ça peut, dans le futur, porter à confusion, quoi. Oui. Alors, en réalité, dans les faits, la direction générale pourrait, par exemple, nommer elle-même les citoyens. Et à ce moment-là, si jamais la direction générale faisait ça, ben nous, on pourrait aussi changer le règlement et dire, ben non, maintenant, on va passer ça par résolution. Alors, comprenez-vous, on est une équipe, on a une équipe d'administration formidable, et puis on travaille bien ensemble. Alors, on n'a pas de besoin de s'enfarger dans les fleurs du tapis. On essaie d'être efficace. Merci. C'est bon. Je voulais juste dire que ça peut porter à... C'est une bonne précision. La formulation. Je l'apprécie. OK. Ouais. L'intervention que je voulais faire au sujet... Ça va être votre dernière question. Au sujet... Oui, OK. Je reviens le mois prochain, alors. Pas grave. Hein? Je veux dire, 10.4, PIA, lanière patrimoniale et chemin de paysage, l'importation de tunnels agricoles. Oui. Sur un chemin de paysage et une lanière patrimoniale. Est-ce que vous avez bien lu le PIA? Tout le monde ici. Les élus? Le PIA dit les objectifs généraux des lanières patrimoniales et chemins de paysage, c'est rehausser les perspectives visuelles des chemins de paysage et des lanières. Vous avez déjà vu ce que ça fait, une installation de serre telle qu'elle est commencée? Hein? OK. Deuxième critère, on va un peu plus loin, juste pour les aménagements paysagers, toujours dans votre PIA, non? Objectif, préserver et mettre en valeur le corridor paysager autant de façon esthétique qu'écologique. OK? Vous avez bien évalué le projet des serres agricoles. Ça couvre toute la surface avec du plastique sur une grande surface. J'ai vu, parce qu'ils sont déjà posés les socles, donc de toute façon, vous n'aviez plus rien à décider, parce que c'était déjà décidé. Vous avez déjà posé les ancrages, ils sont déjà posés, là. Et quand je vois la surface sur laquelle ça va se faire,
Ça va être du joli. Et ça ne va pas suffire de mettre un arbre tous les 15 mètres, je vous garantis, pour cacher ça derrière une haie d'arbres. Et pensez au moins à bien préciser l'essence des arbres, parce qu'en hiver, il faut que ça reste caché aussi, si on est dans le visuel. Et éventuellement, vous pourriez aussi réfléchir à ce qu'il y a du côté de la rivière une rangée d'arbres aussi à faire, parce que du chemin du haut de la chute, on voit très bien en face aussi. Et au lieu de voir la rivière, on voit un champ de plastique. Donc, je vous invite, vous avez décidé de toute façon, je ne sais pas, il n'y a aucun moyen de revenir sur la décision ou d'évaluer la demande de permis s'il y a lieu, mais je pense que vous êtes un peu à côté en termes de protection des lanières patrimoniales et chemins de paysage. Bon, est-ce que vous voulez faire un commentaire? Ben oui, certain. Oui. Allez-y. Bien, c'est sûr que l'usage présentement du terrain agricole, on ne peut pas l'interdire. Hein. Ça reste que, dans le fond, il a le droit, dans le fond, de planter 2 hectares de tunnels de serre. Puis on ne peut pas interdire. Un PA n'est pas là, dans le fond, pour interdire l'usage agricole. Donc, évidemment, de faire une bande tampon, puis dans le fond, le but, c'est de camoufler. Ça, c'est pas juste le 15 mètres. Dans le fond, le propriétaire est au courant, dans le fond, des intentions du PA parce qu'on y a parlé. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais dans tous les cas, ça reste quand même, au niveau des serres, il y a présentement quand même au Québec un but, dans le fond, qui est l'autonomie alimentaire. Ça reste quand même des serres. On peut être d'accord ou pas. C'est pas évident, je vais vous avouer, de décider lorsque c'est du paysage, de la beauté, dans le fond. Mais ça se cache. C'est-à-dire que là, présentement, on est au mois d'avril, c'est laid, dehors, il y a des feuilles, c'est brun, personne n'est content. Mais l'été, c'est assez impressionnant aussi, la végétation qui est là. Puis il y a quand même un moyen, je pense, de faire en sorte qu'on cache ça. Peut-être même en cour arrière aussi. Personnellement, là, on voit les herses, mais quand on va voir l'ensemble des toiles, ça va faire une masse. Évidemment, ça reste, oui, je suis d'accord, des serres, mais c'est essentiel quand même, je pense, que nos producteurs agricoles, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ici, là, mais les producteurs agricoles, ils font quand même pousser la nourriture. C'est pas de la pétrochimie, là. Donc, c'est pas évident. Je suis d'accord avec vous par rapport à la beauté du paysage. Certains vont aimer, certains vont dire que c'est laid, mais dans tous les cas, ça va être camouflé. Donc, selon moi, ça respecte quand même l'esprit du règlement. Puis aussi, parce que on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Mais moi, en tout cas, c'est le commentaire que j'ai à faire. Je vous avoue, ce n'est pas une décision difficile, mais dans tous les cas, on ne peut pas non plus interdire l'usage. C'est-à-dire que si on avait dit, on met une bande de forêt, on plante des arbres, là, on va dire, sur 50 pieds, bien là, il pourrait y avoir un préjudice au niveau des cultures. Donc, ça reste quand même un jeu délicat à faire. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être amélioré, mais je pense que c'est un joueur important aussi quand même, Petit Brûlé. Je suis d'accord, tu sais, qu'on est... Je m'étale un peu, là, mais j'ai quand même le goût de continuer. On est sur le coin du Mont-Rigaud. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir le Mont-Rigaud, qui viennent au Mont-Rigaud. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça aller... on parle souvent de l'agrotourisme. Pour moi, ça peut être un beau projet, je veux dire. Là, on jette la pierre, je trouve, un petit peu rapidement. Donc, moi, je nous invite, dans le fond, à attendre que tout ça pousse, voir de quoi ça va l'air la bande tampon. Puis, si on n'est pas satisfait, bien, je vous donnerai raison, M. Flakenstein. Et à ce moment-là, quoi? On aborde les serres ou quoi? Non, et arrêtez. Quand j'entends la souveraineté alimentaire dans ce contexte-là, d'après ce qu'on entend, on va pousser là des framboises et des choses comme ça. La sécurité alimentaire, merci. Je vais quand même apporter une précision parce que tous les éléments que vous avez mentionnés, on y a pensé aussi. On les voit, on est repassé sur le chemin en question, on se rend compte de ce que ça donne. Toutefois, encore une fois, je souligne qu'en zone agricole, c'est un droit. Et puis, on parle de la vitalité économique d'une entreprise. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a un dialogue à avoir, c'est sûr. Et mettons que si on avait fait la suggestion de morceler les serres, il y a une question aussi de pertinence par rapport à l'activité qui est proposée. Donc, dans la mesure où on ne peut pas s'opposer à l'activité,
imposer des choses qui mettent en péril la survie de l'entreprise, et je ne m'étendrai pas sur le... Comment dire, je ne rentrerai pas dans la question du modèle d'affaires, c'est quand même un choix encore plus difficile à faire que d'arbitrer entre la question paysagère et puis la question de la souveraineté alimentaire. C'est pas seulement... C'est pas seulement une question d'esthétique. Est-ce que vous vous rendez compte, on a quand même, la dernière séance, on a parlé beaucoup du manque d'eau à Rigaud et d'épuisement de la nappe phréatique. Ce genre de projet agricole épuise beaucoup les nappes phréatiques, je peux vous le dire. Donc, il n'y a pas qu'un aspect esthétique ou autre à voir là-dedans. Il faut quand même aller voir un peu plus loin si on veut vraiment évaluer ce genre de projet-là. Et il y a des municipalités partout au Québec qui sont aux prises avec ces entreprises agricoles qui, sous la protection de la MAPAC et de l'UPA, font du n'importe quoi sans tenir compte de leurs voisins ni de leur municipalité. Mais merci. Là, on va laisser la chance aux gens en ligne de poser la question. Après ça, on pourra revenir dans la salle s'il y a d'autres questions. Merci d'accepter d'attendre un peu. Je veux quand même souligner que je ne sais pas si on peut dire vous insinuer, là, mais vous suggérez qu'ils vont consommer de façon inacceptable une quantité d'eau. Moi, je ne peux pas conclure ça aujourd'hui. Je veux juste dire que je ne peux pas qualifier ce joueur économique dans la ville de Rigaud de délinquant ou de consommateur exagéré, là. Donc, attention, s'il y a des enjeux réels au niveau de la consommation d'eau potable, on va légiférer là-dessus, on va réglementer là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas cette, on n'est pas dans cette situation-là. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Monsieur le maire, avant qu'on passe aux questions en ligne, oui. J'avais la réponse. Je ne me souviens pas dans la salle qui avait posé la question pour DDM, le contrat. Oui, le consultant, oui. Donc, une résolution qui a été adoptée en juillet 2025 pour un montant de 92 500 avant taxe. Fait qu'on rajoute 4 000 à ce contrat. Excellent. Merci beaucoup. Oui, on demande à la période de questions du public, la première, il y a eu un problème de micro et des réponses n'ont pas été entendues par certaines personnes. On demande de répéter la réponse, pourquoi que le point 9.1 a été retiré. On demande juste de réexpliquer ce qui n'a pas été enregistré au niveau des gens à la maison. S'il vous plaît. En fait, il a été retiré parce qu'on a besoin de vérifier certaines données pour s'assurer que la taxation soit conforme à la réalité. Donc, on a besoin d'un peu plus de temps. On devrait pouvoir le présenter à la séance de mai. Merci. Ensuite, Daniel Vallée demande pour quand prévoyez-vous la réparation du chemin Saint-Thomas afin d'y permettre la libre circulation? Ouais. On a répondu à cette question-là un peu plus tôt. On n'a pas de réponse facile pour l'instant. Il y a des discussions avec le ministère de la Sécurité publique pour profiter d'une aide financière, mais il y a aussi une urgence, on l'entend bien. Alors, dans les prochains jours, on va continuer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour essayer d'aller chercher le meilleur des deux mondes. On n'a pas de réponse plus que ça ce soir. Parfait. Louis Ouellette demande, est-ce que la Ville peut mettre de la pression sur le MTQ pour la réparation du chemin des Érables? Vous savez que le chemin des Érables qui est entré le cimetière et le centre de ski est dangereux. Donc, excusez, il y a quelques fautes, là, mais... Oui. Il y a un projet qui s'en vient, mais c'est plus haut, hein? J'ai pas le chemin des Érables dans ma programmation avec le MTMD. C'est plus proche du Mont-Rigaud, je pense. Est-ce que c'est une route numérotée? Non. Oui, c'est la 325. Oui. Il y a le MTMD va faire des travaux sur une section de cette... Oui, c'est ça. Oui, c'est juste que j'avais besoin du numéro. Oui. Parce qu'on... Mais c'est pas le prolongement de Saint-Pierre.
Oui, c'est OK, le prolongement oui. de Saint-Pierre. En fait, il y aura des travaux de pavage qui seront faits cet été jusqu'à environ... En fait, on va partir de la station de ski. Puis on va se rendre jusqu'à environ À la ligne de mi-chemin pylon vers le... électrique. La ligne de pylon électrique. OK. Fait que ça, c'est la section qui n'a pas de canalisation, donc on est capable de la faire cette année. Mais comme on veut refaire la canalisation sur Saint-Pierre, on a demandé au MTMD d'attendre avant de faire le pavage pour le reste de la 325. Parce qu'on veut en même temps là, refaire tout le souterrain, égout, aqueduc. Donc, malheureusement, cette section-là, plus près du cimetière, ne sera pas refaite cette année. Là. Aussi. Oui, c'est vrai. Parfait. Alors, Alain Lapointe demande quand la direction va publier les documents consultés par le Conseil pour prise de décision. Actuellement, nous avons seulement la liste des chèques. C'est la question. En fait, c'est la liste de tous les bordereaux de transmission qu'on a décidé de ne pas diffuser nécessairement systématiquement sur le site Internet après une séance. Pour nous, il y a des enjeux de sécurité en lien avec la loi sur la protection des renseignements personnels, la loi 25. Les gens qui veulent voir des documents en lien avec un dossier peuvent faire une demande d'accès à l'information. Mais de mettre ces documents-là en ligne à tous les mois, ça nous demande de faire une vérification très approfondie de tout ce qui est écrit. Dans le fond, le service du greffe là, doit traiter le document qui a plusieurs centaines de pages comme si c'était une demande d'accès à l'information. Donc, on doit s'assurer qu'il n'y a aucun renseignement personnel, aucun renseignement stratégique. Il y a vraiment beaucoup d'articles dans la loi qui nous permettent ou en fait qui nous autorisent à garder des renseignements plus confidentiels pour une saine gestion administrative. Donc, nous avons décidé de ne pas diffuser ces documents-là, mais selon la loi, les citoyens ont tout de même accès à l'information, mais ils doivent en faire la demande officiellement. OK, merci. Monsieur Jean-Claude Charette, toujours au sujet de Saint-Thomas, au 800 Saint-Thomas, il y a un ponceau qui est hors d'opération présentement. Cette réparation est-elle la responsabilité de la Ville ou de la MRC? Est-ce qu'on parle du même... Oui. Ouais. En fait, on va devoir demander des autorisations à la MRC, considérant la grosseur du ponceau. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, on a également impliqué le ministère de la Sécurité publique parce qu'on pense pouvoir aller chercher des subventions pour payer une partie des coûts. Donc, c'est la responsabilité de la municipalité. Excusez-moi. Au minimum, si vous voulez parler pendant la séance, allez en arrière, s'il vous plaît, parce que ça vient... compliqué à entendre. Mais c'est terminé, merci. OK, merci. Monsieur Normand Michaud demande, est-ce que Rigaud va imposer l'installation de compteurs d'eau à l'ensemble des résidents? Bon, c'est pas dans les plans actuellement. Non, ça ne fait pas partie des projets d'infrastructure pour l'instant. C'est sûr que ça a été mentionné à quelques reprises dans les derniers mois. C'est quelque chose que l'administration va quand même analyser, présenter au conseil afin de vérifier si c'est une avenue qui est pertinente financièrement également pour les citoyens. J'ajouterais qu'on est préoccupé par les pertes d'eau dans le réseau et chez les grands consommateurs. Déjà, dans toutes les industries, commerces et institutions, à Rigaud, il y a des compteurs d'eau qu'on peut donc faire un suivi. Mais en termes de bénéfice, rapport coût-avantage, coût-bénéfice, si le choix qu'on fait, c'est d'abord de travailler sur la réparation des fuites et éventuellement, on va analyser la possibilité d'ajouter davantage de compteurs d'eau après une analyse financière en ce sens. Louis Ouellet te demande pourquoi que seulement Rigaud fournit un véhicule aux superviseurs pour leur déplacement du travail à la maison et de la maison au travail. Toutes les autres villes se déplacent, les déplacements se font avec leur véhicule personnel. En fait, c'est les employés qui sont de garde qui ont un véhicule pour aller à leur résidence. Donc, ils doivent répondre 24 heures sur 24 à des appels d'urgence en lien avec les travaux publics. Donc, oui, effectivement, les personnes qui doivent toujours répondre ont un véhicule dans leur cours personnel pour pouvoir se rendre rapidement sur des lieux.
par exemple, lorsqu'il y a des bruits de conduite d'aqueduc. Des affaissements de ponceaux, ce genre d'éléments. Merci. Les questions continuent de rentrer à l'infini, là. À l'infini. Ben, à l'infini. J'espère que non. Problème. OK, non, excusez-moi, c'est des commentaires. OK, c'est seulement des commentaires, c'est pas des questions. Donc, ça serait la dernière question. D'accord. Merci. Je reviens dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas. Non? D'accord. C'est tout? Oui. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-ci, je vais inviter les membres du conseil pour leur petit mot. Je sais plutôt où je t'ai rendu, mais je vais y aller avec Élie, tiens, qui lève la main. Je n'étais pas préparé. Moi, c'est simple. En fond, j'avais juste le goût de saluer la décision de la ville à côté de nous qui s'appelle Hudson d'acquérir Sandy Beach. J'avais sûrement remarqué ça dans les journaux dernièrement. Ils ont investi près de 10 millions de dollars pour préserver des écosystèmes uniques qui donnent accès à la rivière des Outaouais. Si vous n'êtes jamais allé à Sandy Beach, allez voir ça l'été. C'est fabuleux comme endroit. Puis je trouve ça important qu'il y ait des villes comme Rigaud et Hudson qui préservent les milieux naturels. Fait que je voulais juste dire chapeau à Hudson, puis longue vie à la conservation de la nature. Merci beaucoup, M. Berrichon. Moi, je voulais parler un message pour les parents d'adolescents qui vont à l'école secondaire Soulanges. Demain soir, il va y avoir un salon des métiers qui a été organisé par l'Organisation de participation parentale. Ça commence à 6 heures le soir. Ça se fait au-dessus de l'Arena. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents de Rigaud qui vont à cette école-là, parce que c'est l'école secondaire publique qui dessert Rigaud. Et puis, ça, il va y avoir une vingtaine de gens, dont moi d'ailleurs, qui vont être là pour parler de leur métier, ou dans mon cas, ancien métier, avec des adolescents qui vont les voir. C'est un peu comme un salon de l'auto, mais ce n'est pas une foire de l'emploi. On n'essaie pas de les recruter. C'est pour leur montrer, leur parler de différents métiers qui sont dans le monde, qu'ils pourraient pratiquer. Et puis, c'est pour les encourager à rester à l'école. Lorsqu'ils entendent dire que, mettons qu'il y en a un qui est intéressé à être un technicien en électronique, puis qu'il pense que c'est juste un secondaire 1 que ça te prend, puis là, quand il entend dire que non, ça te prend du cégep, et tout ça, bien là, peut-être ça va l'inciter à rester. On va avoir je dis on, mais c'est pas moi qui organisais ça. Il va y avoir des vétérinaires, des courtiers hypothécaires, gendarmerie royale va être là, des agents du service frontalier. En tout cas, il y a une vingtaine de métiers qui vont être représentés. Et puis, je crois que ça finit à 9 heures le soir, quelque chose comme ça. Fait que je vous encourage à amener vos enfants là pour aller voir ça. C'est tout. Merci beaucoup. Madame Wilson? Oui, donc hier a eu lieu la cérémonie de signature de l'entente intermunicipale de sécurité civile. Donc, tous les maires qui adhèrent ont fait un discours. Et j'aimerais féliciter notre maire pour son excellent discours qu'il a fait hier. Donc, et également, Mme Casa était présente, Michel était présent aussi, et moi-même. Donc, vraiment, c'est le début d'une belle collaboration. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci beaucoup, bonsoir, et puis à la prochaine séance. Merci beaucoup. Mme Rochman? Oui. Moi, je vais en mettre sur l'approche collaborative, que ce soit avec les entreprises, avec les agriculteurs, avec les citoyens. Les arbitrages qu'on a à faire en tant qu'élus sont jamais simples. On essaie de considérer au mieux toutes les possibilités qu'on a et tous les impacts de nos décisions. Mais l'approche et le dialogue. Donc, c'est sur ça que l'on tend et c'est sur ça que l'on s'ancre. Et je voulais rappeler l'importance que ça avait pour nous. Merci. Merci beaucoup. Madame Canel. Oui, bien, moi, je vais rapporter un fait divers, mais qui m'a beaucoup frappé il y a quelques semaines. Vous vous en souvenez peut-être, vous l'avez vu dans les réseaux, l'apparition de fraude de grand-père, grand-mère au téléphone. Quelqu'un qui se faisait passer pour un policier, qui appelait des personnes qui ont des lignes fixes, dont ma mère, qui a 94 ans quand même, qui a reçu un appel lui disant qu'à la pharmacie à Rigaud, il y avait eu
une transaction frauduleuse. Mais j'ai vu quand même, bon, ma mère a eu le très bon réflexe de dire c'est ma fille qui s'occupe de ça, clac, c'est bon. Mais bravo maman. Mais au-delà de ça, ce que j'ai vu, c'est l'esprit de communauté à Rigaud. Hein. C'est sorti très rapidement sur les réseaux. La pharmacie a écrit en disant non, non, là, il se passe rien. La ville, tout le monde a quand même été alerte. Puis parfois, ça m'a beaucoup frappée parce que c'est des éléments qu'on dit « Ah, c'est à Montréal, c'est ailleurs ». C'était vraiment dans nos rues, là, on sentait qu'il y avait un envahissement. Puis il y a eu de bons réflexes de communauté de se serrer les coudes. Donc, soyons vigilants. Excellent. Oui, merci beaucoup. Moi, de mon côté, la semaine passée, j'ai eu le bonheur d'aller au Festicirque de l'École L'Épervière. Je pense que ça fait 3 ans, là, je peux me tromper, peut-être 3 ou 4 ans, là, que ça existe ici à l'École L'Épervière. Et il y a presque 80 élèves là, du primaire qui ont participé, qui ont fait des numéros, qui étaient pleins d'énergie, pleins de bonheur. C'était très beau à voir et puis touchant même. Alors, je veux féliciter tous les élèves de l'École L'Épervière qui ont participé à cet événement-là, tous les autres aussi élèves qui sont venus les regarder et les applaudir, et tous les parents aussi et amis là, qui sont venus assister aux différentes représentations. Puis, il ne faut pas oublier aussi les professeurs et les intervenants, les organisateurs là, de l'événement. Bravo, chapeau tout le monde. Là. Je pense que ce sont des souvenirs qui vont rester gravés dans la mémoire de ces jeunes-là et de leurs parents. Donc, félicitations. C'est ce genre d'événement-là qui fait vivre Rigaud aussi. Donc, bravo. Mme Wilson a parlé de l'annonce hier ou de la signature officielle de l'entente intermunicipale en sécurité civile. Juste vous mentionner là, que les villes, en fait, c'est chapeauté par la ville de Pincourt. Il y a les villes de Tresse-et-Rédempteur, Pointe-Fortune, Sainte-Marthe et Sainte-Justine de Newton, qui, avec Rigaud, maintenant, forment un groupe de 6 municipalités et villes qui vont travailler ensemble pour mieux se préparer à faire face à tous les enjeux reliés là, aux aléas climatiques extrêmes et plus fréquents là, qui viennent avec, disons, les effets des changements climatiques. Donc, on pense vraiment que c'est quelque chose d'important pour nos citoyens et pour être mieux préparés, devenir plus résilients face à ces événements climatiques importants. Donc, je suis vraiment content de ça. Puis, je pense que vous allez en voir plus de nouvelles dans les prochains jours, dans les prochains mois aussi. Là, on va partager davantage avec vous sur tout ce qui touche la sécurité civile à Rigaud. Sur ça, moi, je n'ai plus d'autres commentaires. Je ne me souviens plus, Mme Canel. C'est moi. C'est vous? Alors, je vous passe la parole. Alors, comme nous avons traité tous les points qui étaient prévus à l'ordre du jour, on peut dire que la séance est terminée à 20h36. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. Bonne soirée.